7% de rendement sur les free cash flow, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Alimentation Couche-Tard. Alors est-ce que c'est une entreprise intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va voir ça tout de suite. Avant de commencer, on va regarder la viabilité du business. En second lieu, on va aller regarder un petit peu la valorisation de l'entreprise. Et en troisième et à la fin, je vous donnerai mon avis si c'est une entreprise intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist. Donc Alimentation Couche-Tard, qu'est-ce que c'est? On est sur le commerce de détail. Donc magasin spécialisé, ça va être le commerce qui va se trouver dans les stations essence. Donc on a par exemple en France et en Europe maintenant Alimentation Couche-Tard qui a acquis des stations-service de chez Total par exemple, pas mal hors de France, parce que toutes ces filiales Total qui d'ailleurs, même s'ils sont sous le joug d'Alimentation Couche-Tard, gardent toujours leur étiquette Total Énergie. Dans 5 à 10 ans, si je ne m'abuse, Total devrait céder totalement la participation dans ce genre de business hors de France, si je ne m'abuse, en Europe, étant donné qu'il y a des marges assez faibles. Donc pourquoi est-ce que c'est une entreprise intéressante à aller regarder? Donc on va aller regarder ça tout de suite dans les statistiques. Tout ce qui nous intéresse, donc c'est le rendement des capitaux propres. Vous voyez qu'il est assez important, et le rendement du capital investi, lui aussi, devient de plus en plus important. Pourquoi? Parce qu'on arrive à avoir des marges nettes à 5 alors qu'on était à 3. On est sur un business qui comporte des marges assez faibles, vous les voyez quand même, on passe de 16 à 5, ce qui nous fait quand même du 30% en soi, donc c'est quand même assez important et même assez intéressant. On va aller regarder le compte de résultat, on a un revenu total qui a fait x2, donc on est en dollars canadiens. Coût des marchandises qui elles aussi ont fait x2, donc on va les questionner un petit peu. On voit là des dépenses d'exploitation qui augmentent étant donné qu'on est sur une entreprise qui dit de fast grower, donc une entreprise qui monte à peu près de 10 voire 20 voire peut-être 30% par an. On voit que c'est ce qui est à peu près le cas. On voit qu'on a des revenus nets plus importants que les free cash flow. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'on a énormément de réinvestissement, donc on va aller voir ça ici. On voit qu'on a pas mal d'achats d'entreprises, on a pas mal de dépenses d'immobilisation. Alors maintenant on va aller les questionner par rapport à la dépréciation et voir qu'est-ce qu'on a en capex de growth. On va aller le voir ici, donc on voit qu'on a un peu plus de dépenses que d'amortissement, mais c'est quand même assez faible. On peut le voir par rapport à 2019 et 2020, étant donné qu'on avait quand même une baisse de fréquentation, étant donné qu'il y avait moins de voitures qui roulaient. En 2021 et en 2022, on a quand même un capex de growth d'à peu près 400 millions, donc ce qui nous fait à peu près un cinquième de ce qu'on va les réinvestir en croissance. 2 milliards sur à peu près 5,7, donc on va les arrondir à 6, donc on a 2 milliards, ce qui nous fait à peu près un 30%, donc un 35% de nos cash from operation qui vont aller être immobilisés pour pouvoir refaire ces 5,7 milliards, et ensuite on va aller placer donc 400 millions, ce qui va nous représenter à peu près 10 à 8% du cash from operation activities pour aller avoir un capex de growth. Est-ce que cette entreprise maintenant verse déjà un dividende? On voit qu'elle le verse et en croissance, on voit qu'elle rachète aussi massivement ses actions, c'est peut-être pour ça que son cours est assez décorrélé, vous le voyez, de son augmentation de bénéfices. Un ratio cours-bénéfice à 23 et aujourd'hui on est sur un ratio cours-bénéfice à 16 et en trimestriel on est sur 16,5. Pourquoi? Étant donné qu'on a énormément de rachats d'actions, ce qui va faire que le ratio cours-bénéfice va lui baisser, étant donné qu'il y a moins de personnes qui va aller rentrer dans le capital et on va aller essayer de minimiser au maximum nos actions. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est une action qui a potentiellement trouvé son milieu et qui maintenant va avoir de moins en moins de capex d'investissement? Est-ce que c'est une entreprise qui aujourd'hui va devoir continuer à massivement acheter des placements, massivement acheter des entreprises pour pouvoir continuer à grossir, étant donné ça va être assez difficile d'avoir une entreprise qui nous verse un rendement aujourd'hui avec une entreprise qui veut grossir de manière succincte et surtout de manière énorme. Donc maintenant on va aller regarder un petit peu le rapport annuel et voir, donc on a des croissances de ventes par marchandises aux États-Unis, en Europe et au Canada. Donc maintenant, il faut aller regarder un petit peu pourquoi. On voit que la diminution de volume par carburant, par transport routier, on voit qu'il y a une diminution de fréquentation potentiellement, et pourtant une croissance des ventes. Alors comment cela peut-il s'expliquer? On a un rendement des capitaux investis qui augmente. Est-ce que c'est une raison parce qu'on a eu du rachat d'actions ou quoi? C'est quelque chose, c'est une métrique aussi à aller regarder, et donc aller fouiller ces bilans, étant donné qu'il y a quand même 137 pages sur ce rapport annuel, ce qui est quand même assez important. On a un ratio d'endettement qui est à 1,49 par rapport aux actifs, donc en soi c'est assez intéressant. J'ai pas regardé sa capitalisation, c'est quelque chose que j'aurais dû faire. On est quand même sur 71 et sur un rendement de dividende à 0,73, donc en soi c'est quand même assez faible aujourd'hui. Donc elle va verser 500 millions quand même sur 5 milliards, donc ce qui va quand même nous représenter 10% de ce qu'elle va reverser. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez faible. On le voit ici, voilà, ratio de paiement sur les revenus nets, on est sur 13%, et donc sur les free cash flow on devrait être un petit peu plus bas, étant donné qu'on devrait quand même prendre en compte les dépenses d'immobilisation qui correspondent quand même à 35%, voire quand même 40% de moins. Donc on est quand même sur plutôt un ratio de paiement qui devrait se retrouver plutôt aux alentours de 30 à 40% de ce qui va nous rester, en tout cas pour pouvoir
continuer de grossir. Maintenant, est-ce que c'est intéressant ou est-ce que leur but c'est maintenant de commencer de plus en plus à vous reverser de l'argent? C'est quelque chose qu'il faut aller regarder ici. Donc bon là on a quand même énormément de blabla. Vous le voyez, les messages de chef de la direction. Voilà, nous ce qui nous intéresse c'est le total des ventes de marchandises est vendu. Donc on a une croissance des ventes à ce niveau-là. Ça par exemple c'est quelque chose important à aller regarder, l'amortissement et la perte de valeur. Donc pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023, notre dépense d'amortissement a diminué de 59 millions comparativement au quatrième trimestre. La conversion en dollars américains de nos opérations de devises étrangères a eu un impact favorable net de 15 millions. Donc voilà, donc on sait qu'on a un impact de devises qui potentiellement eux peut être favorable étant donné qu'ils opèrent dans des milieux comme l'Europe ou les États-Unis, ce qui donc va avoir potentiellement des rapports de devises favorables envers eux étant donné qu'ils vont pas aller vendre en Chine ou au Brésil où il peut avoir potentiellement des dépréciations de monnaie beaucoup plus importantes. Donc on a par contre un impôt sur bénéfice qui s'établit à 19% comparé à 22% pour le quatrième trimestre, attribué à l'impact d'une composition différente de nos revenus dans les différentes juridictions dont nous opérons. Donc potentiellement, eux, ils peuvent aller faire de l'optimisation fiscale, aller investir de plus en plus dans des milieux où ils peuvent avoir des taux d'imposition plus faibles. Donc ça, c'est quelque chose aussi à aller regarder, étant donné que ça fait du bénéfice en plus pour l'entreprise, même si c'est assez négligeable quand même, on est sur 3%. Faut quand même aller regarder pourquoi. Donc on a des bénéfices nets qui passent de 670 à 400, qui passent de 470 à 670, soit une augmentation de 40% de bénéfices nets dilués. Et donc on voit ici avec le total des revenus tirés, donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors pourquoi est-ce qu'on a eu des acquisitions à ce moment-là ou est-ce que c'est seulement de la croissance interne? On voit qu'en termes de vente de carburant, on est sur des augmentations assez faibles, mais en revenus tirés des marchandises et des services, c'est là-dessus qu'on table et c'est là-dessus qu'on a des marges assez importantes quand on va aller vendre des cafés. Donc je crois qu'ils avaient des métriques sur leur site, faudrait que j'aille les rechercher. Donc là je vous retrouve sur le site, on est sur une entreprise qui a 14 400 magasins, présente sur 25 pays et à peu près 128 000 employés, donc on est quand même sur quelque chose d'assez important. Et donc voilà, vous voyez par quelles marques ils sont présentes aux États-Unis. Donc c'est pas Alimentation Couche-Tard et en Europe. On est présent normalement en Allemagne si je me trompe pas. Donc faudrait aller regarder ça ici. Je crois que je l'avais vu à ce niveau-là. On le voit ici, 16 mars. Alimentation Couche-Tard va acquérir pour 3,1 milliards d'actifs Total Énergie en Europe. Participation minoritaire de 60% en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Allemagne. Donc potentiellement, on peut avoir une augmentation qui ici n'est pas présente à ce niveau-là et n'est pas présente dans le rapport annuel 2023. Donc pourquoi il faudrait aller regarder ça un peu plus loin. Voilà. Maintenant, on va aller regarder un petit peu la valorisation du business. Donc, on va aller la mettre sur ces Adjusted Operating Earnings. Donc, on est sur une entreprise qui, normalement, par rapport à la croissance de ses revenus, même s'ils sont assez importants, il faudrait quand même les plafonner et aller chercher plutôt, je pense, un PER aux alentours de 15 fois les bénéfices. Donc si aujourd'hui on est sur du 15 fois, vous trouverez l'action normalement sur des prix à peu près à 67 dollars canadiens. Aujourd'hui on est 74, donc aujourd'hui vous l'achetez à une valeur théorique qui devrait représenter ce qu'elle vaut exactement l'entreprise. Et par rapport à ses free cash flow, on devrait la trouver à 54. Donc aujourd'hui on pourrait dire qu'elle est un petit peu surévaluée, voire même normalement elle est évaluée par rapport au prix qu'elle vaut aujourd'hui, par rapport aux augmentations, prenant en compte qu'il va avoir une augmentation jusqu'en 2024 et ensuite une stabilisation des bénéfices. Donc tout ça, vous savez qu'elle est pris en compte en soi techniquement si les marchés sont efficients, mais il faut faire attention et aller regarder un petit peu si potentiellement il pourrait avoir une plus grosse croissance. Est-ce que ces prix-là ont pris la croissance en compte de Total Energy en plus qui n'apparaît pas dans les bilans? Et on va aller regarder un petit peu par rapport aux analystes. Est-ce qu'ils se trompent souvent? On voit que sur 2 ans et sur 1 an, ils ont quand même l'habitude à se tromper assez souvent, donc il faut aller voir quand même. Il faut faire attention et c'est pour ça que je vous dis prendre un petit peu une marge de sécurité sur ce genre de business étant donné qu'on est quand même sur des marges nettes à 5%, donc le retournement est très vite arrivé en soi si vous ne connaissez pas l'entreprise. Donc allez lire vos rapports, il y a quand même 137 pages, donc il y a de quoi faire. Donc si vous voulez l'acheter avec une marge de sécurité minimale, je pense que ce serait intéressant d'aller chercher au moins à 50 dollars canadiens. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et moi je vous dis à bientôt.